Le 20 octobre 2020, le gouvernement dépose un projet de loi à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la sécurité globale. On en parle partout dans l'actualité aujourd'hui parce que ce projet de loi, et plus particulièrement un de ses articles, l'article 24, est jugé liberticide. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de lire intégralement ce projet de loi afin d'en extraire le nectar. Alors dit comme ça a l'air cool, mais regardez-le un petit peu ce nectar. Voilà. Ça manque un peu de sucre. Mais bref, j'ai tout lu. Et c'est donc pour moi aujourd'hui l'occasion de vous en parler. Et je vous invite, après visionnage évidemment, à partager cette vidéo parce que c'est extrêmement important qu'un maximum de gens soient au courant. Et vous allez voir que l'article 24, c'est loin d'être le seul problème. Comme tout bon livre qui se respecte, ce projet de loi se doit d'être abordé en premier lieu par son introduction. Et vous allez voir, dès l'intro, il y a des choses qui m'ont un peu interpellé. Cette introduction, elle démontre clairement l'objectif du gouvernement à travers ce projet de loi, renforcer la sécurité des Français. Alors attention, je dis pas que ce sera la conséquence de ce projet de loi. Je dis juste que c'est l'intention déclarée dans l'introduction du texte. Et pour renforcer cette sécurité, le gouvernement estime qu'il faut en priorité améliorer le cadre dans lequel les acteurs de la sécurité opèrent. Il faut que les gens qui œuvrent pour le bien commun puissent le faire dans un cadre sécurisé et confortable. Il faut en quelque sorte sécuriser la sécurité. Ouais, et c'est normal. Le souci, vous allez le voir, c'est que ce texte qui est censé améliorer le cadre d'action de tous les acteurs de la sécurité, il concerne étrangement une seule partie de ces acteurs, les forces de l'ordre, ou les gardiens de la paix. Je sais plus trop. C'est dommage, parce que je rappelle que ce projet de loi a pour vocation générale de renforcer la sécurité globale. Dans sécurité globale, il y a le mot global. Donc on est censé parler de la sécurité de tout le monde, pas juste d'une partie des acteurs. Et je rappelle qu'aujourd'hui, les gens qui participent à la sécurité intérieure, c'est pas juste les flics. Il y a évidemment les pompiers, les gendarmes et les militaires d'une manière générale, mais je pense qu'on peut aussi y ajouter les journalistes indépendants par exemple, et par extension le citoyen, directement. Et ça, les actualités nous l'ont malheureusement prouvé. Sans l'action de certains citoyens dans certaines situations, la sécurité au sens général, elle aurait été totalement bafouée. Donc ça aurait été vraiment légitime de prendre tout ça en compte. Mais vous allez le voir, c'est évidemment pas ce qui s'est passé. Pour une seule raison, un peu moins explicite cette fois-ci, c'est vrai, mais quand même évoqué, ce projet de loi concerne en fait les personnes dont la sécurité est une mission qui leur a été confiée par, je suppose, des institutions ou l'État directement. Ce qui suit est ma propre réflexion et donc n'a aucune valeur en termes de vérité générale. Mais ce que je déduis de tout ça, c'est qu'en gros, si on t'a pas directement confié la mission de la sécurité, tu peux pas y participer. Alors je comprends le principe, mais du coup, indirectement, ça donne aux forces de l'ordre le monopole de la sécurité, sachant qu'elles ont déjà, littéralement, le monopole de la violence. Et par là, je veux pas dire qu'elles sont les seules à être violentes, simplement qu'elles sont les seules à en avoir le droit. Donc monopole de la violence plus monopole de la sécurité, ça commence à faire beaucoup. D'une manière générale, ce projet de loi sert à élargir le pouvoir des forces de l'ordre. Et ça ratisse bien large. D'emblée, on nous annonce qu'il est important que les forces de l'ordre conservent leurs prérogatives pour notre bien à tous. Prérogative, c'est un mot bien joli, bien choisi d'ailleurs, parce que si on prend son synonyme, je pense que ça aurait eu un tout autre effet. Mais au-delà de conserver des privilèges déjà établis, ce texte, il leur en ajoute. Par exemple, il va donner à la police municipale des droits qui jusque-là étaient réservés à la police nationale ou judiciaire. Comme par exemple, dresser des procès-verbaux ou emmener quelqu'un en garde à vue lors d'un flagrant délit et si la situation ne nécessite pas d'enquête supplémentaire. Donc si je comprends bien, aujourd'hui la police municipale ne peut pas emmener en garde à vue un mec qui fumerait son joint dans la rue, ils sont obligés de faire appel à des policiers spécifiques. Mais avec ce projet de loi, ils en auraient directement les moyens. Et on peut imaginer qu'ils seraient bien plus tentés de le faire qu'auparavant, parce que du coup, ils sont pas obligés d'appeler un collègue et d'attendre sa venue. Dans une optique où la police doit faire du chiffre, faciliter ces moyens-là d'en faire, c'est une très bonne aubaine. Donc voilà, dans un premier temps, on renforce le pouvoir de la police municipale. Et les motivations de cet objectif, elles peuvent être compréhensibles. La police municipale n'a pas tant de moyens de pression que ça. Elle est moyennement prise au sérieux, et du coup, elle peut être vue comme un risque minime pour quiconque souhaiterait transgresser la loi, voire comme une cible facile pour quiconque souhaiterait faire usage de violence. Et il existe certains endroits en France où la police municipale, c'est les seuls effectifs policiers dans un rayon kilométrique raisonnable. Donc je peux comprendre les motivations, en revanche, je me permets de douter de l'application de ce pouvoir. Ça évidemment, c'est personnel, mais voilà, j'ai peur de ce que ça pourrait donner.
toujours dans la même logique de protéger les forces de l'ordre, hein, puisque finalement c'est clairement à ça que va servir ce projet de loi, on va également renforcer les peines concernant les actes violents ou malveillants envers les policiers. Et moi, ce truc, il aurait pu m'aller si, en contrepartie, on avait alourdi les peines contre les actes policiers, malveillants ou violents envers les citoyens. Alors c'est naïf, évidemment, mais comme on parle de sécurité globale, ça aurait pas été tant déconnant que ça. Et vous allez voir que ce que je viens de vous dire, couplé à ce qui suit, ça fait froid dans le dos. L'article L241-2 du Code de la sécurité intérieure stipule ce qui suit. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Donc aujourd'hui, si un policier porte une des caméras dont ils sont équipés et qui se retrouve être témoin, victime ou acteur de violence, d'un délit ou de quoi que ce soit, les images peuvent être récupérées par la justice ou le commissariat, mais le policier en question, il n'y a pas accès. Et c'est normal, par souci de justice, d'impartialité, c'est pas possible. Eh bien, le projet de loi sur la sécurité globale, entre autres, supprime cette phrase de l'article en question du Code de la sécurité intérieure. Il donne le pouvoir à ce même policier qu'on prend pour exemple depuis le début de consulter directement les images requises par la justice. Et pour moi, cette mesure, elle est extrêmement dangereuse. Pas besoin de réfléchir bien longtemps pour comprendre le souci que ça pose. Alors je vais pas m'arrêter sur tout, mais dans cette loi, tu as aussi des articles qui concernent l'utilisation massive de drones par la police, de manière encadrée jusque-là. J'ai fait un signe de cadre avec mes doigts. Et par-dessus toutes ces décisions discutables intervient El Famoso article 24 dont tout le monde parle. L'article 24, le voilà, sous sa forme actuelle, à savoir que je tourne cette vidéo le mardi 1er décembre 2020 et que depuis hier, donc le lundi 30 novembre 2020, il a été décidé par le gouvernement que cet article devait être entièrement réécrit, pas supprimé. Réécrit. Donc il est probable que ce que je vous montre maintenant soit erroné d'ici quelques jours, mais en attendant, je vous invite à mettre sur pause et à le lire par vous-même. Vous êtes grand. On va très simplement l'aborder point par point. Donc déjà, on part sur une modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Alors cette loi, elle n'en est pas à sa première modification, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies d'information. On a dû y faire quelques ajouts depuis 1881 quand même. Donc c'est pas tant ça qui me dérange. Par contre, voyons dans quel but elle est modifiée cette fois-ci. On va donc punir d'une lourde peine, parce que oui, 45 000 € d'amende en pleine crise financière et 1 an de prison ferme, c'est plutôt lourd. Le fait de diffuser des vidéos qui identifient des policiers, des gendarmes ou des militaires, si tant est que le but de cette diffusion soit de directement vouloir porter atteinte physiquement ou psychiquement à l'agent en question. Le truc est extrêmement flou en fait. Et je pense que c'est volontaire. Demain, si je publie une vidéo d'un policier qui est en train de faire des abus de violence, même si j'incite les gens à pas l'insulter en commentaire, le gars il va se faire démonter en fait. Mais du coup, suis-je responsable? Peut-on m'accuser d'avoir volontairement fait du mal? Selon moi, si la réponse est non, c'est donc que le vrai problème, c'est pas les vidéos en elles-mêmes, mais les paroles qu'elles ont engendrées. Comme par exemple les menaces de mort. Mais il me semble que c'est déjà interdit ça. En France, t'as pas le droit de menacer de mort quelqu'un. Donc ajouter cette interdiction-là, c'est incriminer directement le diffuseur et non pas les réactions que la vidéo suscite. En revanche, et c'est le deuxième ajout de l'article 24, ces mesures dont on vient de parler ne doivent en aucun cas faire obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes d'images et éléments d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale. En gros, personne ne doit avoir accès à de telles vidéos, sauf la police et l'État. Là, on marche sur la tête en fait. Et c'est pas très agréable. Pour ne citer qu'un exemple, parmi malheureusement tant d'autres, si cette loi était déjà en vigueur à l'époque, on n'aurait très certainement jamais eu vent de l'affaire Benalla par exemple. La vidéo aurait sauté, le mec qui filme il aurait pris une amende légendaire, en fait s'il faut la vidéo elle serait même pas sortie d'ailleurs, mais en tout cas on aurait été très certainement jamais au courant de l'identité de ce mec et de toutes les casseroles qu'il trimballait. Encore plus récemment, l'affaire du producteur de musique Michel Zecler qui s'est fait tabasser par des agents de police dans son studio, si on n'avait pas pu diffuser ces vidéos au public, les institutions concernées, elles auraient très bien pu récupérer ces images et en faire ce qu'elles veulent. Alors c'est juste une hypothèse bien sûr, mais quand on voit ce que les policiers incriminés dans cette affaire préparaient déjà comme défense, on ne peut que remercier l'existence de ces images et leur publication. Tout ce que contient cet article et certaines choses que contient cette loi en général sont plus que discutables, à tel point que la Commission nationale consultative des droits de l'homme est intervenue. Quand on arrive à ce que ces gens-là, ou encore les défenseurs des droits, donc des institutions nationales constitutionnelles, pondent un document pour sonner l'alarme, on est obligé de constater que ce projet de loi, il est au minimum discutable, au maximum complètement absurde. Encore une fois, il y a certains points de ce projet de loi que je peux comprendre, certains arguments qui sont légitimes en théorie, mais d'un point de vue général, ça coince.
Ce qui est certain, c'est que si ce texte de loi était passé tel qu'il est écrit aujourd'hui, ça aurait posé un vrai problème. Je vais pas revenir sur tout ce qui peut être choquant, la vidéo est déjà bien assez longue, mais ce texte ne doit pas passer en l'état. C'est très important. Puis il y a une chose très particulière qui me dérange un peu et qui me fait me poser quelques questions. L'article 24 est complètement absurde et j'ai beaucoup de mal à imaginer que le gouvernement ne s'en est pas rendu compte par lui-même avant. Et quand je vois la médiatisation de cet article par rapport au reste du texte, je me demande si c'était pas volontaire au final. Si on n'a pas voulu mettre l'article 24 choquant au milieu de la pièce pour détourner l'attention de l'ensemble du projet et du coup faire passer le reste. Je suis évidemment pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé, juste je me pose la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on assiste à soit de la précipitation, soit de la vitesse mal intentionnée. Deux choses dont notre gouvernement ne devrait pas faire preuve. Au revoir.